Et puis je vous propose d'aborder la dernière table ronde de notre rencontre ce matin avec un objectif, une feuille de route pour reprendre la formule de Philippe Pelletier, autour de la qualité de construction dans le neuf et, vous le savez mieux que quiconque, dans ce vaste chantier de la rénovation du parc existant qui effectivement numériquement est considérable et présente d'énormes challenges. Alors, pour en parler, je vais demander à Olivier Pinard de l'entreprise Poirier de venir nous rejoindre, en compagnie d'Alain Guillerme, le président du Club Qualité Construction du Finistère, après avoir accueilli la présidente de Côte d'Armor, c'est le Finistère qui est représenté avec Alain Guillerme. Didier Maud, le chef du groupe bâtiment du CT de l'Ouest, est également parmi nous. Et je n'oublie pas Benoît Gauthier, le président de l'Ordre des architectes de Bretagne, qui nous fait aussi l'amitié de sa présence. Même principe que pour les deux séquences précédentes, je vous propose de découvrir en images un petit film, alors différent des deux précédents parce que celui-là, il a été réalisé par la Fédération du bâtiment et son objectif, bien, vous le savez, c'est de rappeler les grands enjeux de cette qualité de construction au regard des changements climatiques notamment et de nouvel écosystème dans lequel nous sommes aujourd'hui engagés. Je vous propose de le découvrir en images. Nous vivons un début de siècle très éprouvant pour notre environnement. Les experts scientifiques annoncent un réchauffement de la planète, notre consommation effrénée conduit à l'épuisement des énergies fossiles. Notre secteur d'activité, le bâtiment, représente à lui seul 43% de la consommation énergétique globale. Il produit près du quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Le Grenelle de l'environnement s'est donc ouvert en 2007 avec des objectifs clairement affichés pour notre secteur dans un délai très court. Rendre les logements plus économes en énergie, diminuer leur émission de gaz à effet de serre, favoriser la conception bioclimatique, inciter le recours aux énergies renouvelables. Dans le cadre des constructions neuves, l'objectif est à terme de réaliser des bâtiments qui atteindront l'excellence. Zéro énergie, zéro carbone, zéro charge de chauffage. Voilà, vous avez pu noter les grands objectifs. Ça, c'est pour la feuille de route pour le projet. On va essayer de voir ensemble comment les entreprises et les acteurs de la construction peuvent s'organiser pour collectivement atteindre ces objectifs. Olivier Pinard, je me tourne vers vous pour commencer. Je le disais, dans l'entreprise Poirier qui est la vôtre, une entreprise spécialisée dans l'isolation, vous avez fait une démarche de sensibilisation de l'ensemble de votre personnel. Je crois qu'il y a une quarantaine de salariés chez vous, justement pour être prêt à relever les défis qu'on vient de voir dans ce petit film. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Moi, j'ai repris l'entreprise il y a 5 ans. Et donc, étant nouveau dans ce métier de l'isolation et de l'étanchéité à l'air, me suis planché un peu sur la réglementation et les futures réglementations à venir. Mon premier constat, enfin la première chose que j'ai engagée, c'est de rentrer dans le Grenelle bâtir avec l'environnement et pro de la performance énergétique via les modules FIBAT. Donc ça y est, vous avez fait tout le parcours. Ça c'est bon depuis un an. Voilà, vous avez le casque, vous étiez tout à l'heure peut-être parmi sur la scène aussi, non? Non, je suis vous auriez pu, vous êtes là aujourd'hui, donc voilà. Ensuite, donc j'ai formé une partie du personnel pour le minimum syndical pour obtenir les modules FIBAT. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait peu d'implication de la part de mes salariés dans la mise en place, notamment d'étanchéité à l'air et de l'isolation, surtout de l'étanchéité à l'air. La problématique, c'est qu'ils ne comprenaient pas les objectifs, enfin ils ne comprenaient pas le fonctionnement. Dans leur tête, c'était des cocottes minutes qu'on allait fabriquer, qu'avant ça marchait très bien. Et pourquoi changer? Donc, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est aller un peu au-delà des formations FIBAT, c'est de demander du sur-mesure. Donc, je me suis rapproché d'un centre de formation Ecolusis, Christophe Serret, qui est parmi nous, et je lui ai commandé une formation sur mesure en 2 temps. Dans un premier temps, je voulais une journée complète avec l'ensemble des salariés, donc ça s'est fait en 3 sessions, parce que 40 dans une salle, ça fait un peu beaucoup.
l'ensemble des salariés, je voulais qu'ils les sensibilisent et qu'ils leur expliquent en fait les grands principes de l'économie d'énergie, de l'étanchéité à l'air, de l'isolation, avec des mots du bâtiment. Pas avec des formations standardisées, avec les mots du bâtiment, pour leur expliquer vraiment l'objectif. Au retour de cette formation, moi j'étais assez surpris. Bon, bien sûr, il y a toujours 10% qui n'adhèrent pas, mais 90% des gars étaient contents parce qu'ils ont appris à quoi servait cette étanchéité, à quoi servait, pourquoi il fallait qu'on baisse absolument nos consommations d'énergie, comment allaient monter les coûts d'énergie, notamment en électricité, en pétrole, etc. Donc j'étais content parce qu'ils étaient dans une démarche, ils étaient demandeurs. Ça avait changé un petit peu l'ambiance de l'entreprise Ah bah complètement, oui, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ces formations, surtout théoriques. Là, on était vraiment sur une première phase théorique. Et 2 mois après, en fait, toujours avec Christophe, on a décidé de partir sur une fois qu'ils avaient bien digéré le principe et qu'ils avaient commencé à le mettre en œuvre sur les chantiers, au moins dans l'idée, on a décidé de refaire une piqûre de rappel, mais sur une partie pratique, pardon. Donc, sur chantier, alors sur site. Non, dans les ateliers de Christophe, qui est en fait plusieurs ateliers types, un atelier Ciporex, un atelier ciment, un atelier béton, un atelier bois. Donc ils se sont entraînés sur la mise en œuvre et ont découvert avec Christophe toutes les différentes problématiques, passage de réseau, passage de plomberie, enfin, bon, tout ce qui peut en fait occasionner... Et là, c'était grandeur nature dans les conditions d'un chantier classique. C'était grandeur nature. Donc aujourd'hui, le retour sur investissement, je ne l'ai pas vraiment. Parce que ça coûte un peu quand même de faire ça. Ça coûte un peu. Heureusement, on est un peu aidé. Le retour sur investissement, je ne l'ai pas encore. Mais aujourd'hui, j'ai l'ensemble de mes salariés qui sont sensibilisés et qui savent faire. Et qui savent pourquoi ils le font. Ce qui, pour moi, est de essentiel. Je vous parlais de retour sur investissement. Aujourd'hui, je suis un peu triste parce que cet investissement, je l'ai fait. J'avais un collègue de l'entreprise, Jean, là, tout à l'heure, qui en parlait, en disant on se donne cet objectif, on ne regarde pas le retour sur investissement parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Aujourd'hui, on a pris de l'avance par rapport à certains confrères, puis c'est un souhait aussi de chefs d'entreprise, on a pris cette avance, mais on n'arrive pas à vendre cette prestation. Aujourd'hui, malheureusement, et notamment chez l'acheteur public, ce qui compte, c'est ce qui est en bas à droite, et pas forcément les compétences. Moi, dans mes mémoires techniques, je précise que l'ensemble des salariés contresignés a été formé, tous les gars savent faire. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à partager cette valeur ajoutée avec Aujourd'hui, je ne peux pas le vendre. C'est un peu la... Y compris, vous le disiez, avec les marchés publics. Surtout sur les marchés publics. Sur les marchés publics. Bon, il y a quelques donneurs d'ordre importants dans la salle, donc ils vous ont écouté. Le message est passé. Ok, en tout cas, et alors j'imagine que c'est pas terminé cette sensibilisation-là. Maintenant, je ne sais pas quel est le rythme d'embauche chez vous, mais est-ce que les nouveaux arrivés qui n'auraient pas bénéficié de la première formation, ils vont pouvoir raccrocher les wagons à leur tour? Le rythme d'embauche, il est un petit peu freiné vu la conjoncture économique. Il est un petit peu freiné. Non, aujourd'hui, j'ai pas fait de piqûre de rappel parce que j'étais quasiment aux effectifs. Il doit y avoir 1 ou 2 qui ne sont pas formés, mais j'ai essayé de les parrainer en interne pour qu'ils aient la formation par leurs aînés. Donc non, pour l'instant, j'ai pas d'autres programmes de formation. Je souhaite voir un peu comment évolue le marché. Vous vous donnez combien de temps? C'est quoi l'horizon pour mesurer justement cette performance acquise et la capacité de la traduire, comme vous dites, en bas à droite? 1 an, 2 ans, 3 ans, quand la crise sera finie? En tout cas, c'est un effort continu, hein, on l'a compris. C'est un effort continu. Merci. Je me permets juste une chose. Je pense qu'il faut il faut essayer toujours de regarder 2-3 ans devant et de rester en permanence en vigilance sur les évolutions techniques dans nos métiers, enfin que ce soit mon métier ou des différents corps d'État. Je sais que nous, on a lancé deux nouveaux programmes au niveau d'entreprise. On en parlait tout à l'heure de la maison de Thierry Penouette qui est à Saint-Brieuc, où on met en place, donc on a décroché... On voyait dans le petit film. Voilà, on fait du rafraîchissement et du chauffage en plafond par un système fluide. Ça, c'est une nouvelle comment dire, compétence qu'on a prise. Et on a pris aussi, on est en train de développer une nouvelle compétence qui est le polyuréthane projeté, qui assure étanchéité à l'air et isolation pour des épaisseurs qui sont très petites, puisqu'on est sur des lambda de 24, donc ça parle pas forcément à tout le monde. Les spécialistes auront noté. C'est un produit très performant. Voilà, donc on essaye vraiment d'être dans cette dynamique. Mais bon, le retour, on le jugera. Donc formation continue, acquisition en permanence de compétences nouvelles, d'innovation, c'est aussi un mot-clé. À vos côtés, Alain Guillerme, vous êtes le président du club qualité construction du Finistère, vous êtes aussi le dirigeant d'une entreprise
de béton armé, hein, je crois que c'est la compétence. De béton armé, de préfabrication. Et de préfabrication à Plouvorne, l'entreprise Guilherme. À Plouvorne, j'emploie 140 salariés, là, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est cette double casquette de professionnel là. Peut-être d'abord d'un mot par rapport au témoignage que vient de partager avec nous Olivier Pinard. Ça se passe comme ça chez vous aussi? Oui, aussi, on s'adapte. Là, on construit en ce moment notre siège social en béton préfabriqué, puisque c'est une de nos spécialités. Donc vous voulez que ça se voit, vous aussi? C'est comme le gendre tout en étant BBC, donc on va vers là aussi. C'est une tendance qu'on essaie de suivre et que nos salariés aussi essaient de suivre autant que faire se peut, puisqu'on est spécialisé dans le béton, mais ça n'est pas en contradiction avec la RT 2012 à venir et la RT 2005 et les BBC en cours en ce moment. Là. Voilà. Et au sein du club qualité construction du Finistère, comment, en fonction des différentes sensibilités, des différents collèges aussi qui composent votre club, comment vous vous êtes approprié cette démarche-là, cette réflexion partagée autour de la qualité de construction et de la manière de l'améliorer en continu? C'est vrai que ça fera partie de nos travaux à venir. Là, on a fait le projet donc, de la future année, donc on va parler beaucoup de qualité, de non-qualité surtout. La non-qualité n'est pas valorisante en termes d'image auprès du grand public et des jeunes. Il faut qu'on continue à attirer des jeunes dans notre métier. La non-qualité coûte cher puisqu'il faut revenir sans cesse sur l'ouvrage. Donc on essaie chez moi c'est le cas et ailleurs aussi, je pense, de travailler le mieux possible. Maintenant, le grand problème, je pense, de la qualité vient aussi de la question du prix. Donc, plus le prix est à un niveau intéressant et plus on fait de la qualité. Je pense que la non-qualité aujourd'hui, enfin, on en parlera dans nos travaux, là, vient surtout d'un problème de prix, puisqu'aujourd'hui, on constate surtout sur les marchés publics que l'on traite toujours au moins 10 ans. Malgré tout, on a du mal à passer dans les prix. Je suis extrêmement inquiet, pour ne pas vous le cacher, des effets d'annonce qui sont parus récemment dans la presse, donc, qui viennent des élus, mais qui viennent aussi des bailleurs sociaux, qui disent donc la chose suivante, qu'on va encore devoir baisser donc, les coûts de revient des logements, des prix au mètre carré. Il faut savoir qu'on a subi depuis plusieurs années donc, des surcoûts liés donc, à l'environnement, à la sécurité, aux normes, oui. À la RT 2005, à la RT 2012 maintenant, au sismique, tout ça font que nos coûts de revient augmentent quand les prix donc, de référence, eux, ont tendance à stagner, voire à diminuer, puisqu'on va vers là. Donc ça, c'est un point de vigilance pour vous, c'est une inquiétude. C'est compliqué. Alors j'explique aujourd'hui le fait que certains projets puissent passer dans les prix par la dégradation de la conjoncture que l'on subit depuis 3 ans maintenant. Donc ça c'est au risque de mettre en péril certaines entreprises qui répondent dans des conditions compliquées. Depuis 3 ans, compliquées. les prix, le volume, donc le marché s'est contracté, donc ça a entraîné forcément une baisse des prix. Qui aujourd'hui, les prix que l'on vend ne sont pas valorisants et ne permettent pas à une entreprise de perdurer dans le temps. Tout le monde sait que le bâtiment aura perdu cette année 35 000 emplois, ce qui n'est pas rien. Ça se passe dans une quasi-indifférence générale, mais c'est à bas bruit, hein, comme on dit, puisque vos entreprises sont souvent des petites sociétés, donc voilà, ça n'a pas l'ampleur d'un grand plan social industriel. Aujourd'hui, on constate que depuis septembre, là, la situation s'est encore dégradée. Donc de par mes fonctions au Club Qualité, mais je suis aussi président de la section Gros Œuvres, donc j'ai beaucoup d'échanges avec mes confrères et certains sont très inquiets. C'est relayé par les permanents de la fédération, donc il y a une vraie inquiétude à ce niveau-là. Beaucoup d'entreprises ne franchiront pas la fin de l'année. Donc aujourd'hui, les prix que l'on pratique sont très inquiétants et pas rémunérateurs. En fait. On entend votre cri d'alarme. Peut-on d'ailleurs, en rebond à votre intervention, faire réagir à la fois Dominique Ramard sur cette responsabilité qu'auraient les donneurs d'ordre public dans la rédaction de certains marchés publics. Je vois aussi que Philippe Pelletier est prêt à en parler. Et Didier Maud également du CT Ouest, le chef du groupe bâtiment, pourra aussi répondre à ces questions. C'est important, on est au cœur du sujet. Effectivement, les élus ne sont pas que ceux qui sont à l'origine des normes, ils sont aussi, quand ils sont élus locaux, à l'origine donc des commandes, et donc ils sont acheteurs potentiels de prestations, de construction. On a un dilemme en tant qu'élu. Moi, je suis maire d'une petite commune. On veut aussi préserver nos budgets.
On veut éviter d'avoir recours trop fortement à la fiscalité parce qu'on connaît aussi la situation de nos administrés. Et on veut quand même proposer des projets, avancer notamment en termes de construction, que ce soit sur les bâtiments publics ou dans l'accompagnement de la construction privée. Donc on est un peu embêté avec cette situation d'intermédiaire entre des moyens pour les collectivités qui ne sont pas en extension. On nous annonce même des diminutions de nos dotations, notamment de la part de l'État, mais aussi une volonté de continuer à avancer, notamment en termes de qualité, et donc après avec un prix qui doit être au rendez-vous, de façon à ce que les entreprises puissent vivre. Donc il y a un peu un dilemme. Je pense que l'équilibre, il va se faire bien sûr avec les moyens qui vont être disponibles, et peut-être qu'il faudra qu'on fasse moins mais mieux en investissant plus fortement sur des projets de qualité, de façon à ce que globalement les entreprises qui ont fait l'effort de se former, elles aient un retour sur investissement. Je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à de nouveaux modes de financement, de nouveaux modes d'accompagnement financier de ces opérations-là. Et on y travaille notamment au niveau du conseil régional. Il y a Roger Rouillet, qui est un des élus du pays de Saint-Brieuc. À la fin de l'année, on mettra en place une sorte de fonds de financement de la maîtrise de l'énergie qui visera justement à accompagner les travaux d'amélioration énergétique, de construction durable au sens large du terme, de façon à ce que les donneurs d'ordre privés, là, dans ce cas-là, puissent aussi passer à l'acte. Donc il y a des initiatives en cours, et en tout cas le message est bien passé. Philippe Pelletier, vous souhaitiez aussi répondre à cette inquiétude exprimée par les entreprises. Oui, il y a en réalité deux sujets. Il y a celui de la reconnaissance nécessaire des entreprises qui font l'effort pour se former, et puis il y a le sujet de la conjoncture dans laquelle on évolue. Je ne les mélange pas. Sur le premier sujet, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit l'un et l'autre, et je le traduis à ma manière. Il faut rapidement que l'on donne des signaux aux entreprises formées que la société reconnaît cette formation. C'est sympa de se former sur une idée qu'il y aura besoin demain de cette main-d'œuvre qualifiée. Ça ne tiendra pas longtemps s'il n'y a pas rapidement le résultat en termes de marché et de chiffre d'affaires. Donc, on a l'idée et on a inventé un mot, éco-avantage. Je ne sais pas s'il passe ou pas, mais il a le mérite d'être assez clair. On a cette idée que à l'entreprise qui fait l'effort de se former et de se qualifier parce qu'elle est pro de la performance énergétique, par exemple, on puisse associer du boulot tout de suite et qui met en avant la qualification. Alors, plusieurs idées. La première que vous avez soulevée, c'est celle des marchés. Vous avez parlé des marchés publics, il faut parler des marchés privés et des marchés publics. Il faut qu'un maître d'ouvrage, lui-même formé pour comprendre l'intérêt de faire appel à l'entreprise qualifiée, mette l'accent sur la qualification qu'il recherche, parce que l'ouvrage qu'il demande de faire n'est pas le même ouvrage que celui d'hier. Il faut de l'innovation, donc il faut de la qualification. C'est bien d'avoir une attention aux moins-disants, c'est mieux d'avoir attention aux mieux-disants en prenant en compte cette qualification. Et c'est parfaitement licite de faire cela. Il n'y a aucune infraction aux règles européennes de mettre en avant des critères de qualité. Oui, c'est bien de le rappeler. Tout ça fonctionne. On écrit une personne qui a une qualification ou assimilée, et moyennant quoi on est à l'abri de tout reproche. Mais il faut que les maîtres d'ouvrage soient attentifs à ça. La deuxième idée qu'on a dans le secteur de la rénovation, c'est de dire une entreprise qualifiée, lorsqu'elle signe un devis qui va être présenté à une banque pour toucher une aide, l'éco-prêt à taux zéro, il n'y a pas besoin d'autres personnes pour contrôler que les travaux sont bien éligibles à l'aide. Parce qu'elle est qualifiée, sa signature vaut, et elle dit au banquier, monsieur le banquier, vous pouvez, sans avoir besoin de vérifier les travaux, mettre en place l'éco-prêt à taux zéro. C'est ça qu'on veut rapidement mettre en œuvre. On est très soutenu par la ministre de l'écologie. On a encore une petite discussion avec nos amis de Bercy, mais je pense qu'on va aboutir, parce que ce n'est pas énorme ce qu'on demande,
Et ça tient du bon sens. Voilà. Et puis on va réfléchir à d'autres éco-avantages avec en bout de ligne, alors quelque chose qui va peut-être susciter des inquiétudes, mais qui est nécessaire. En bout de ligne, il y aura ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire que des aides publiques, au moment où chaque euro apporté par l'État ou par une collectivité vaut très cher, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça ne sera donné qu'au financement de travaux qui sont portés par des entreprises qualifiées. Ça rappelle des dispositifs qu'on connaît en Ça Bretagne. obligera. Et ça on a annoncé pour le moment une date qui est 2014, c'est demain matin, qui devrait entraîner un mouvement vigoureux de formation. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, la question de la crise. Évidemment, on est dans un contexte très compliqué. Nous nous efforçons avec des incitations qui vont être remises en place, mieux ajustées pour avoir davantage d'efficacité, que les ménages soient demain les donneurs d'ordre plus nombreux pour vous permettre de bosser, parce qu'il y a un intérêt collectif à fabriquer du logement, on en manque dans notre pays, et puis il y a un intérêt, il est indispensable de préserver l'effort de formation que vos filières auront fait. Merci beaucoup. Un mot de Dominique Ramard, et puis ensuite je me tournerai vers Didier Maud et Benoît Gauthier. Pour illustrer la mise en place de règles d'éco-conditionnalité, effectivement, vous l'avez souligné, aujourd'hui, la plupart des aides de la région sont sous un angle ou sous un autre éco-conditionnées. Sur la partie construction en particulier, on va devoir renforcer même cette éco-conditionnalité parce qu'avec des financements qui ne sont pas extensibles, si on veut aller vers de la qualité, il va falloir avoir des critères précis. Et c'est ce qu'on va mettre en place. Alors bien sûr, ça va peut-être pas... Dès 2013, ça va démarrer je vais laisser le président éventuellement aller sur ce point-là. Voilà, en termes de calendrier. En tout cas, c'est aujourd'hui dans nos réflexions parce que ça fera peut-être pas forcément plaisir à l'ensemble des personnes qui pouvaient bénéficier d'aide de la région. Ça change un petit peu les règles du jeu. On conditionne, c'est une règle, mais j'espère que ça sera au moins une forme de reconnaissance vis-à-vis des entreprises du bâtiment, notamment quand elles ont fait l'effort de se qualifier. À un moment, elles doivent être récompensées avec cette condition mise par les acteurs publics. Merci Dominique Ramard. Alors on a beaucoup parlé des normes qui sont à la fois un moyen de se dépasser, mais parfois aussi une contrainte. Didier Maud, vous êtes le chef du groupe bâtiment du CT de l'Ouest, c'est le centre d'études techniques de l'équipement qui est rattaché au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. C'est toujours comme ça qu'on dit, oui, voilà, l'intitulé est le bon. Donc un petit peu le gardien du temple, si je puis dire, sur ces questions-là, et aussi le pédagogue en direction des entreprises et des acteurs pour les familiariser à l'évolution de la réglementation. C'est un peu votre rôle. Qu'est-ce que vous répondez à ça, alors, aux entreprises qui s'expriment sur... je dirais, pour revenir un petit peu sur l'aspect coût, même si bien évidemment moi en tant que technicien j'ai un regard assez lointain par rapport à ces questions-là, ce que je peux dire c'est que l'État s'en préoccupe aussi. Quand une nouvelle réglementation est mise en place et décidée et élaborée, on vient regarder aussi l'impact financier de cette nouvelle réglementation. C'est une obligation maintenant pour toute réglementation qui sort que d'avoir un argumentaire financier sur l'impact de cette réglementation. C'était déjà c'était pas forcément imposé pour la réglementation RT 2012. Il y a quand même eu cette réflexion, sans vouloir vous le cacher. Donc maintenant, c'est devenu, je dirais, une obligation. Ça, c'est une première chose. Par rapport à la reconnaissance aussi de la qualité de la construction, effectivement, le rôle de l'État, c'est à la fois d'impulser et d'encadrer, je dirais, l'innovation, de manière à ce qu'on atteigne un but que l'État et les gouvernements se sont fixés. La réglementation RT 2012, c'est vrai que c'est une contrainte qui peut être ressentie par certains, mais c'est aussi, je dirais, une réglementation extrêmement large, extrêmement souple. Il ne faut pas la prendre comme un carcan. Dans cette réglementation, il y a évidemment... C'est plus facile à dire qu'à faire, ça, non? C'est effectivement plus facile à dire qu'à faire. Le grand, on va dire, message à faire passer aussi à travers cette réglementation, c'est qu'il faut s'entourer de compétences. La réglementation, effectivement, elle ne... On va dire...
elle nécessite d'être apprivoisée un petit peu, et pour ça, le recours effectivement au bureau d'études thermiques est indispensable et est essentiel. Et c'est vrai que quelque part, la complexité de cette réglementation l'impose de fait, mais c'était donc une montée en compétences indispensable pour accompagner la mise en œuvre de ces. Bien évidemment, il faut de la matière grise au départ pour que tout le monde puisse après aboutir à un meilleur niveau de qualité. Est-ce qu'on peut s'inspirer ou regarder ce qui se fait chez nos voisins européens, qui sont peut-être dans certains cas plus avancés que nous dans l'appropriation de cet environnement normatif? Est-ce qu'il y a des solutions qu'ils ont mis en place, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, dont on pourrait utilement s'inspirer? Vous avez des idées là-dessus? Alors, bien évidemment, on va chercher toujours les exemples allemands. J'ai rien dit, moi. Hein. C'est vrai qu'on s'en sert effectivement. Après, il faut aussi que ces exemples-là soient adaptés à l'environnement local, à la météo locale. Et ça, la réglementation. C'est un peu un reproche qu'on fait parfois, hein, de plaquer des normes qui sont très adaptées aux pays alpins et pas forcément au rivage océanique breton. C'est pour ça que la réglementation, elle est beaucoup plus large que les performances de label Passive House allemand, même si voilà, il y a plus de souplesse dans cette réglementation pour permettre à s'adapter à toutes les situations géographiques, tous les climats géographiques également, et c'est ce qu'a voulu la réglementation. Merci pour cet éclairage. On a bien noté que vous étiez aussi à la disposition des professionnels au CT de l'Ouest pour répondre à leurs interrogations, les accompagner, les éclairer sur la mise en œuvre, parfois un peu compliquée, c'est vrai, de cette réglementation. Benoît Gauthier, je me tourne vers vous. Vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Bretagne et j'aimerais qu'à ce stade de nos échanges et de nos débats, on puisse bénéficier du regard des professionnels de l'acte de construire que vous êtes, les architectes. Ce mouvement, on l'a vu, hein, il ne part pas de rien, il y a déjà une antériorité d'une dizaine d'années sur la construction durable en Bretagne, vous y êtes partie prenante directement, tout le réseau des architectes. Demain, pour aller plus loin, pour être encore plus efficace collectivement, quelles sont les pistes de travail que vous explorez? Bonjour à tous. Déjà, je remercie Yvon Lenormand de m'avoir invité effectivement à ces assises. Je suis là depuis ce matin et j'ai entendu les différents intervenants s'exprimer et montrer le dynamisme, notamment des entreprises, sur ce terrain-là. Je dois dire que ça nous met, nous, une pression, puisque nous sommes au départ des projets de bâtiments avec le maître d'ouvrage. Et donc ce challenge, il faut qu'on le relève ensemble. Et nous, je dirais, les premiers. C'est vrai que c'est déjà un thème sur lequel les architectes se sont penchés depuis plusieurs années. On a tout à l'heure parlé de bon sens. Effectivement, je pense que ce bon sens, on le met en œuvre dans nos projets, sur l'orientation, sur l'isolation, et un certain nombre d'éléments. Il y a eu, dans les échanges ce matin aussi, un rappel de la notion d'usage, de confort, d'espace à habiter. Et c'est notre rôle, effectivement, de faire des bâtiments performants, techniquement, mais qui répondent à un usage. Et nous, c'est la valeur ajoutée de notre métier. On a aussi ce regard à plusieurs échelles. Il a été souligné tout à l'heure qu'un bâtiment performant à plusieurs dizaines de kilomètres d'un lieu de travail, c'est pas très réaliste dans un aménagement durable. Et nous avons, même lorsque nous intervenons sur un seul bâtiment, ce regard sur l'aménagement global, et on peut effectivement avoir cette approche-là et en faire profiter à la fois les entreprises et la collectivité locale. Sur le challenge, effectivement, de la compétence, depuis déjà plusieurs années, au sein des écoles d'architecture, est rentrée, effectivement, les notions de développement durable et de qualité environnementale, qui est complétée aussi, depuis plusieurs années, par une formation continue qui est en train de devenir obligatoire pour l'ensemble des architectes. Donc il y a une montée en compétences aussi de l'ensemble de la profession. Donc il y a une montée en compétences. Ce que je souhaitais aussi souligner, c'est que la performance d'un bâtiment est liée à tous les acteurs qui interviennent à chaque moment du développement du bâtiment. Et en fait, ce que révèle, je trouve, toute la démarche entreprise depuis plusieurs années, c'est qu'il faut savoir travailler en équipe. Nous, en équipe, avec nos partenaires de la maîtrise d'œuvre, parce qu'un bâtiment est devenu quand même aussi un objet un peu technique, et donc travailler avec les bureaux d'études, mais aussi travailler avec les entreprises, parce qu'on pourra concevoir sur le papier le plus beau bâtiment. Si derrière les entreprises
n'ont pas compris effectivement l'objectif ou ne savent pas faire, ça ne fonctionnera pas. Donc nous avons aussi cette capacité à être chef d'orchestre et accompagner un projet. Et pédagogue, du coup. Et voilà. Et on a parlé aussi d'accompagnement tout à l'heure des futurs occupants, et je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer dans ce sens-là. Moi, je voudrais dire, puisque j'ai la chance aujourd'hui de faire un bâtiment tertiaire très important qui est labellisé BBC et certifié HQE. Et je dois dire que l'ensemble des entreprises présentes sur le chantier, il est en cours à Rennes, sont vraiment partie prenante. Donc moi, je peux témoigner effectivement de la capacité des entreprises de s'investir, de s'intéresser, de s'investir, de former ces équipes. Et on travaille avec l'ensemble des partenaires. Ça reste un investissement conséquent, parce qu'on parlait du prix tout à l'heure. Il faut savoir qu'on arrive à se rattraper là-dessus, à avoir un retour sur investissement. Obligatoirement, on multiplie par exemple les réunions de préparation. Il y a un temps d'étude très très long pour mettre au point les choses. Il y a des essais, il y a des contrôles, il y a des échanges entre les différents partenaires, parce que cette approche-là aussi valorise le savoir-faire. C'est-à-dire les industriels peuvent nous créer des matériaux très, très innovants, très performants, si on ne sait pas les poser, et si on ne sait pas poser la fenêtre vis-à-vis de son mur. Et là, c'est du savoir-faire d'entreprise. On aura tout perdu. Et donc, ça aussi, c'est valoriser le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est d'être à l'écoute des gens, à l'écoute des entreprises. Donc, effectivement, les architectes sont dans cette démarche-là, de manière globale, mais aussi de manière individuelle. Samine Lemaine, ma consoeur tout à l'heure, a fait un travail sur son territoire, puisqu'on maille un peu le territoire régional, et chaque architecte intervient sur son territoire. Et donc le travail de relais, de coordination, vous avez souligné la nécessité du travail en équipe, il est rendu de plus en plus indispensable au regard de la complexité croissante des objets à construire. Et on peut imaginer que dans les mois et les années qui viennent, c'est quelque chose qui va s'accentuer davantage encore. Alors ça va effectivement s'accentuer, sachant que nous allons avoir de plus en plus de responsabilités. Déjà aujourd'hui, au moment du permis de construire, nous délivrons une attestation de conformité vis-à-vis de la norme à atteindre. Et on aura, à partir de janvier 2013, une attestation de fin de chantier. Donc on aura une obligation de résultat, donc de contrôle et de suivi. Donc effectivement, il faut qu'on soit performant et qu'on ait cette capacité, avec l'ensemble des acteurs, de suivre le chantier. En tout cas, on a bien noté que l'ensemble des architectes bretons souhaitaient être au rendez-vous à travers la parole que vous portez sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Benoît Gauthier, pour ce message. Un dernier mot en conclusion de cette table ronde avec vous, Philippe Pelletier. Vous nous évoquiez votre feuille de route. Alors, de quoi sera-t-elle constituée dans les mois qui viennent? Y a-t-il des annonces particulières, des organisations qui vont être mises en place ou des défis à relever? Oui, mon boulot, c'est de faire qu'on travaille ensemble. On travaille en équipe, là aussi. Hein. On travaille ensemble, et c'est l'illustration de ce qui vient d'être dit. Si ceux qui découvraient ces sujets, s'il en existait dans la salle, devaient repartir avec une seule idée, c'est celle de maintenant, on doit travailler ensemble. Il n'est plus imaginable que le test de perméabilité à l'air soit réussi si chaque lot dans son coin est venu faire sa prestation, parce que l'adjonction des prestations n'aura pas donné l'efficacité complète. Et le président de l'Ordre des architectes dit que ça prend un peu plus de temps de s'asseoir autour d'une table pour lancer le process de construction qui permettra à chacun de mettre en place ses procédés. Il y a un process collectif, mais c'est sûrement du gain de temps, parce que les non-qualités qui étaient tout à l'heure décrites, elles ne seront plus là. Et la perte de temps infinie de ces retours sur le chantier ne sera plus là. Donc, prenons le temps de nous inscrire collectivement, parce que le résultat, il sera gagné ou perdu collectivement par tous ceux qui auront travaillé au chantier et œuvrons ensemble. Et bien, moi, mon boulot, c'est ça au plan national, c'est-à-dire faire en sorte que ce sujet du plan bâtiment, il fasse l'objet d'une appropriation par tous ceux qui sont concernés du côté de l'offre de services, pas seulement les entreprises du bâtiment, mais la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, les banquiers qui financent le sujet, les assureurs qui vont avoir un rôle qui va évoluer,
les gestionnaires de l'immeuble construit qui vont avoir à vivre avec les occupants pour les faire évoluer. C'est toute cette chaîne-là qu'il faut transformer en lien avec les collectivités territoriales sur l'assiette de laquelle se déroulent ces opérations immobilières. Et puis il faut qu'en face, il y ait des maîtres d'ouvrage qui soient sensibles à ce sujet. Dans la maison individuelle, on commence à comprendre assez bien, et les 3 ans écoulés ont permis que ça se progresse, que la question de la performance énergétique, la question des charges de chauffage va devenir une question insupportable pour un très grand nombre. Elle l'est déjà pour près de 4 millions de ménages aujourd'hui qui sont en précarité énergétique, et chacun a conscience que si on ne fait rien, ça va devenir insupportable. Donc cette prise de conscience, elle s'accompagne pour certains d'une prise de conscience de la valeur des biens. Est-ce que mon épave thermique avec laquelle je vis depuis 20 ans, elle va garder la même valeur si je veux la vendre, alors que les maisons d'à côté, elles seront des maisons performantes? Et il y a des gens qui, avec raison, commencent à se préoccuper de cela. Donc, cette prise de conscience de la société, il faut la développer, il faut la confronter à l'offre de services et il faut mettre en place les incitations efficaces pour qu'on puisse passer à l'acte. Alors, dans la feuille de route qui m'est donnée, il m'est dit, vous avez un coup d'accélérateur à mettre sur la rénovation. C'est le gros du chantier. Et on sait bien que c'est, j'ose dire, 99% du sujet, si on retient l'idée que la construction, elle renouvelle de l'ordre de 1% par an le parc. Donc le sujet, il est dans l'existant. Il faut que les architectes aient tous une passion pour la rénovation. Ils ont la passion de la construction. Il faut qu'ils acquièrent tous, pas seulement les quelques-uns avec lesquels je travaille, la passion de la rénovation. Il faut que les entreprises apportent leur savoir-faire dans la rénovation. C'est compliqué de perturber l'équilibre d'une maison déjà construite, de faire une isolation si en même temps on n'a pas une belle circulation d'air à l'intérieur. Enfin, il y a des choses à bien calibrer. C'est un exercice nouveau et sur lequel il faut que les entreprises soient très présentes. Et puis c'est compliqué pour des gens propriétaires ou occupants de leur logement de penser qu'on va devoir faire des travaux alors qu'ils sont là et qu'on est en site occupé. Donc c'est un sujet complexe, c'est un sujet essentiel parce que c'est là qu'on va faire les gains d'économie d'énergie et puis c'est là qu'on va au premier chef aider les ménages en situation de précarité énergétique. Il y a des moyens particuliers qui sont fléchés sur cet effort? Alors, de ce que je comprends, le volume des aides préalables est maintenu et on va essayer de les rendre plus efficaces en privilégiant l'aide au financement de bouquets de travaux, c'est-à-dire de rénovation un peu lourde, plutôt que l'aide à des travaux isolés dont l'efficacité est moindre. Voilà une orientation qu'on devrait voir. 2, on se préoccupe de ce qu'on appelle, d'un mot encore un peu flou, les financements innovants, mais il est clair qu'il va falloir trouver de l'argent en dehors de la poche de l'État parce que cette poche-là, elle n'est pas bien pleine. Et donc, on a un devoir de réfléchir, ce qu'on a commencé à faire, et ça va très vite, autour de cette idée de financement innovant. Donc la première feuille de route, c'est la rénovation avec un objectif qui nous est fixé. Il faut qu'on arrive, on s'est dit, nous, qu'on devrait y arriver autour de 2016, c'est-à-dire très bientôt, à un rythme de 500 000 rénovations de logements par an. Deuxième, comparé avec un rythme actuel qui est largement inférieur. On aura fait 200 000 cette année, mais voilà, il y a plein de trucs qui ont été en panne cette année, hélas. Bon. Donc objectif 500 000 en 2016. Donc 500 000, voilà. Deuxième élément de la feuille de route, qu'on s'intéresse aux autres sujets et qu'on ait une attention très particulière sur les retours d'expérience de la RT 2012. Moi, je vais essayer de jouer le rôle avec mes petits moyens, de recevoir tout ce qui vient du terrain, pas seulement les mauvaises nouvelles, mais également les bonnes nouvelles. Ça, et partager les solutions. C'est moins bien que vous fassiez remonter tout cela
pour qu'on puisse en temps réel demander au pouvoir d'État les adaptations qui seront peut-être nécessaires. Et puis, on a déjà mis en chantier une réflexion sur ce que sera la réglementation d'après. J'ai peut-être pas le temps de vous en parler. Pas tout à fait. Troisième orientation, j'en ai dit un mot tout à l'heure, la territorialisation du plan. Il faut aider, j'ai rien à inventer moi, j'ai simplement à mettre en relief toutes les initiatives locales des régions, des agglos, des communautés de communes qu'on voit ici ou là, pour que ça ait un effet de contagion et que le centre de gravité de ce plan y soit local. Bon, voilà, ça va occuper ma vie et c'est bien comme ça. Et je suis sûr que vous avez puisé de nombreux exemples pour faire votre miel justement de cette feuille de route. Merci beaucoup Philippe Pelletier. On peut applaudir l'ensemble des participants à cette table ronde. Merci à tous. Avant d'en arriver à la séquence des conclusions de ces assises, je vous propose de découvrir en images une initiative qui, elle aussi, a 10 ans. Décidément, c'est un rythme décennal. Il y a des garanties pour ça, il paraît aussi dans votre métier. Les 10 ans des coulisses du bâtiment, ça va se dérouler cette semaine, ce week-end. Vous connaissez le principe. D'habitude, les chantiers sont fermés au public ou interdits au public. Là, ils sont ouverts et autorisés, et notamment en direction des collégiens qui sont peut-être vos futurs collaborateurs. Il y en a 6 visites qui sont programmées en Bretagne. Je vous propose de découvrir en images ces fameuses coulisses du bâtiment. Les 11, 12 et 13 octobre prochains, la Fédération française du bâtiment organise la 10e édition des coulisses du bâtiment. Inspirée du principe des portes ouvertes, elle consiste en l'ouverture aux jeunes et au grand public de chantiers et d'ateliers partout en France. Guidés par des chefs d'entreprise et professionnels fidèles au rendez-vous, les visiteurs plongent dans l'univers du bâtiment, habituellement fermé au public. Cette opération est l'occasion pour les jeunes et le grand public de découvrir le bâtiment grandeur nature, d'aller à la rencontre de professionnels, hommes et femmes passionnés par leur métier, de s'informer sur une profession offrant de vrais débouchés professionnels. Ces chantiers mettent à l'honneur de nouvelles techniques, toujours plus innovantes et respectueuses de l'environnement. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end. Les coulisses du bâtiment, c'est ce week-end. Merci pour cette présentation en images. Je me tourne vers vous, Président Yvon Lenormand, pour la pré-conclusion de ces assises. Et vous allez accueillir dans quelques instants le président du Conseil régional de Bretagne, Pierrick Massiot, qui effectivement a été tout à fait, comme à son habitude, très attentif à tout ce qui s'est dit et qui aura beaucoup de choses à partager avec nous. Alors, Yvon Lenormand, ces assises, beaucoup de choses ont été dites. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Monsieur le Président, Monsieur Pelletier, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, mes amis, merci tout d'abord, Monsieur le Président, de votre présence toute la matinée à ces assises. Vous venez de le voir, vous venez de l'entendre, la Bretagne est la première région française en nombre de bâtiments certifiés BBC, mais aussi est en pointe sur toute la construction durable. C'est grâce à vous, architectes, bureaux d'études, entreprises, à tous les acteurs de la filière bretonne de construction. Je pense que cet engagement dans l'ambitieux pari du Grenelle d'environnement est en train de se gagner, mais il ne date pas d'hier. En effet, la cellule économique de Bretagne, par exemple, édite depuis très longtemps la lettre « Autrement la construction » et le tableau de bord de la construction durable s'est diffusé à tous les professionnels bretons de l'acte de construire. Je n'oublie pas la lettre « Bâtir avec l'environnement » de notre propre fédération qui, elle, date de plus de 10 ans.
Inutile donc d'aller en Allemagne ou en Autriche voir les bâtiments zéro énergie. Le Grenelle, c'est ici, c'est en Bretagne. On devrait être satisfait de ces résultats, et pourtant, moi, je ne le suis pas du tout. Pour avoir fortement participé et suivi et soutenu le pacte électrique breton, M. Ramard peut en témoigner, force est de constater qu'à ce jour, le fameux volet 1, diminuer la consommation d'énergie dans les bâtiments, n'a pas démarré, ou très peu, en tous les cas, trop peu. Un rappel en Bretagne. Nous avons 1 400 000 résidences principales et 300 000 résidences secondaires. 52% de ce parc a été construit avant 1975. Et c'est le principal consommateur d'énergie. Il faut donc d'urgence isoler ce parc. Les 18 000 entreprises de bâtiments de Bretagne qui ont formé leurs salariés, vous l'avez vu, je ne parle pas des 1500 compagnons des pros de la performance énergétique ou des 2300 salariés FIBAT. Donc ces 18 000 entreprises de bâtiments qui manquent actuellement cruellement d'activité en cette période de crise profonde et très durable, attendent que ce marché gigantesque démarre. Et ça ne bouge pas. Pour la première fois, l'activité de l'entretien-amélioration est en régression en 2012 avec plus de 1,2% de moins d'activité en Bretagne. Monsieur le Président, nous allons encore perdre 2000 emplois en Bretagne en 2012 et c'est loin de donner une bonne image à tous nos 11 000 jeunes en formation, dont certains sont dans cette salle. Monsieur le Président, nous sommes prêts à travailler avec vous et avec vos services sur un plan permettant de démarrer de suite ce marché de rénovation de logements. Les idées ne manquent pas, à l'instar de l'ANA des Côtes-d'Armor qui expérimente 50 logements à rénover avec un ingénieux système de financement et de garantie bancaire aux plus démunis. Je souligne d'ailleurs que la présidente nationale est en Côtes-d'Armor ce midi. Ou à certaines collectivités bretonnes qui financent les diagnostics thermiques et les préconisations et des travaux d'isolation, si ceux-ci, bien sûr, sont réalisés par des professionnels qualifiés et formés. Les idées ne manquent pas. Vous en avez, nous en avons. Toute la profession attend ce plan. Nous, les entreprises, mais aussi les professionnels de l'immobilier, représentés par la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, par le président de l'AFNAIM, par le président de la Chambre des métiers régionale, par le président de l'Ordre des architectes. La Bretagne est leader en BBC, c'est exemplaire. Alors, ne restons pas à la traîne pour la rénovation énergétique de l'existant. Monsieur le Président, toute la profession est à vos côtés pour activer ce fameux volet 1 du pacte électrique breton et sauver l'emploi. Je vous invite à conclure ces assises, Monsieur le Président. Merci Yvon Lenormand. Monsieur le Président Lenormand, avant de dire quoi que ce soit, d'abord félicitations pour l'organisation de cette matinée intéressante, vraiment très intéressante, et avec un public que je sais compétent, parce que j'ai regardé à peu près l'origine des personnes présentes, compétents et qui portera ensuite, j'imagine, cette bonne parole. Donc, Monsieur le Président Pelletier, Messieurs les présidents de fédération départementale du bâtiment, Monsieur le Président régional de la Chambre des métiers, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, au terme de votre matinée d'échange, je veux vous dire mon plaisir, tout d'abord, d'être parmi vous pour ce mot de clôture. Mais ce mot de clôture ne sera pas un mot de conclusion. Au contraire, je souhaite m'inscrire pleinement, comme vous, comme tous ceux que j'ai entendus ce matin, dans la dynamique tournée vers l'avenir, vers la recherche de leviers de croissance nouveaux, d'innovation, de réponse aux grands enjeux de société qui sont les nôtres. Merci de m'avoir invité et merci de me donner cette occasion de vous dire l'intérêt que le Conseil régional porte à vos travaux, vos réflexions,
vos propositions et votre secteur d'activité avec l'ensemble de ces acteurs. Permettez-moi d'y ajouter la marque d'un intérêt très personnel pour votre domaine d'activité, les enjeux de l'habitat et du logement, les problématiques de la construction, celles de l'urbanisme, qui, vous le savez, pour certains d'entre vous, ont occupé une part importante de ma vie, dans mes activités privées comme publiques. L'intérêt de la région pour les enjeux de la construction est fort. Comment pourrait-il en être autrement pour une filière si structurante à la fois par le nombre d'emplois qu'elle représente, par sa contribution essentielle à l'aménagement du territoire du fait de la part de TPE et de PME qui en forment le tissu, presque dans chaque commune, par la place qu'il occupe dans notre système de formation et d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, enfin, par la part qu'il occupe dans l'économie et le dynamisme régional. Disant cela, je fais référence à l'effet d'entraînement formidable qu'a eu le dynamisme de la construction sur l'ensemble de l'économie bretonne pendant ces dernières années. La très forte croissance que vous avez connue, portée par le dynamisme démographique et l'attractivité régionale, a permis pendant plusieurs années à la Bretagne de connaître un niveau de croissance économique très supérieur à la moyenne nationale. C'est donc toute la région qui a bénéficié de votre dynamisme. Ce n'est pas l'ancien élu rennais que je suis qui dira le contraire. Mais je mesure bien dorénavant, on l'a entendu plusieurs fois ce matin, les difficultés liées au ralentissement général de l'activité qui n'épargne pas le bâtiment et frappe sans doute durement beaucoup de petites entreprises en entraînant de fortes répercussions sur l'ensemble du territoire breton. Cette situation nouvelle doit appeler notre attention. Le Conseil régional est historiquement très mobilisé en appui de votre filière. Au-delà des dispositifs de soutien aux entreprises et notamment à l'innovation, au-delà des plans d'accompagnement mis en place, je veux surtout faire référence à nos dispositifs en matière de formation professionnelle et d'apprentissage essentiels à votre secteur. Je veux aussi rappeler l'importance de l'investissement régional dans le soutien à l'activité. Je pense notamment aux plus de 80 à 100 millions d'euros que chaque année nous investissons dans les lycées. Je veux aussi souligner le caractère exceptionnel de l'effort budgétaire que nous faisons depuis 2004 en matière de logement. C'est un choix fort de la région puisqu'il se fait totalement hors de nos compétences dites obligatoires. Mais ce sont entre 12 et 15 millions d'euros qui, chaque année, sont injectés dans le circuit avec des effets de levier que nous cherchons à rendre les plus forts. Le maintien de cet effort global est la marque de l'intérêt que porte la région au bâtiment. Je perçois par ailleurs l'importance de la poursuite de nos efforts sur les enjeux majeurs que sont ceux de la reprise et transmission d'entreprises et la formation des jeunes à vos métiers. Sur le premier point, j'ai conscience du défi que représente le renouvellement d'une génération d'entrepreneurs. La région accompagne la reprise d'entreprises avec le dispositif BRIT, Bretagne Reprise Initiative Transmission. Elle travaille par ailleurs actuellement avec les chambres consulaires aux priorités que pourrait retenir un plan régional en faveur de la transmission. Sur les enjeux de formation, l'effort, et on l'a vu là aussi ce matin, doit être poursuivi. Et vous pouvez compter sur la détermination de la région en faveur de l'apprentissage, tout en soulignant que le point bloquant principal en ce domaine est d'abord celui de la capacité d'accueil des entreprises elles-mêmes. L'engagement résolu de tous est essentiel. Les enjeux sectoriels sont donc majeurs, mais je crois, comme vous, qu'ils s'inscrivent dans des perspectives beaucoup plus larges, des défis globaux de court et moyen terme qui imposent sans doute un changement de dimension dans la mobilisation régionale de tous. Les perspectives du bâtiment et de la construction s'inscrivent en effet dans un ensemble d'enjeux majeurs pour la Bretagne. Enjeux démographiques et sociaux. La région connaît une forte croissance démographique, Dominique Ramard l'a rappelé, appelée à se poursuivre dans les 2 décennies à venir au moins. La question du logement, d'ores et déjà sensible, ne peut que s'accentuer face à l'augmentation envisagée de 25 000 habitants de plus chaque année. La première de leurs demandes sera celle du logement, et il conviendra d'y répondre en quantité comme en qualité, en veillant notamment à limiter autant que possible les risques de ségrégation spatiale, d'exclusion ou de déclassement de certaines franges de notre population. Enjeux climatiques, ensuite.
Le bâtiment et le logement sont une source majeure, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Lenormand, de consommation d'énergie et de gaspillage. Leur implication dans l'accumulation de gaz à effet de serre est de premier plan. L'enjeu porte sur les constructions neuves qui doivent progressivement aller vers de la basse consommation avant de viser l'énergie positive, mais il porte plus encore, et nous sommes bien d'accord, sur la rénovation de logements anciens, principal gisement d'économie à réaliser. Le défi est immense, mais il est tout à la fois exaltant puisque l'on touche ici à un levier concret, efficace et réaliste. Enjeux économiques aussi. L'habitat construction représente 70 000 emplois environ en Bretagne. Après plusieurs années d'une croissance très forte qui a porté la croissance économique bretonne, je l'ai dit, les perspectives se sont assombries, avec des effets d'entraînement majeurs sur le tissu économique et les territoires. Mais au-delà de la conjoncture difficile, vos métiers sont confrontés à un immense défi de mutation, voire de rupture dans leurs process, leurs référentiels, les compétences humaines qu'ils exigeront. Les efforts et les évolutions réglementaires pourraient induire des révolutions auxquelles le tissu de PME et de TPE n'est sans doute pas totalement préparé. Les enjeux en termes de formation sont particulièrement sensibles. Les conséquences en termes d'activité et d'emploi pourraient être considérables. Le défi est donc vital pour la filière, mais il nous faut savoir transformer des menaces en opportunités. Ces opportunités sont celles d'une nouvelle révolution industrielle, de nouveaux leviers de croissance et d'emploi, ce que Jean-Yves Le Drian, mon prédécesseur, appelle régulièrement la glace économie. Enjeu, enfin, d'aménagement, enjeu sociologique. Derrière le logement, c'est la question, et cela a été évoqué aussi ce matin, c'est la question de l'urbanisme, des formes d'habitat. C'est le modèle même de nos villes et de l'aménagement du territoire breton qui est mis en question. Au-delà, c'est un enjeu de société touchant aux questions du vivre ensemble et des modes de vie qui est posé. En résumé, derrière la question filière du logement, derrière la question transversale de la transition énergétique, l'enjeu est celui d'une transition globale à laquelle notre modèle de société est appelé et qui prend chaque jour de l'importance dans les débats nationaux. La Bretagne en a conscience et veut non seulement y participer, mais estime pouvoir y prendre une part importante. Elle dispose pour cela d'atouts importants. Sa croissance démographique, on en a parlé, induisant un fort dynamisme de la filière habitat-construction. Ça va se poursuivre. Un investissement fort dans les enjeux énergétiques. On peut rappeler effectivement le pacte électrique breton. Une volonté forte et partagée en termes de lutte contre les risques climatiques. Des acteurs de la filière volontaristes, une multitude d'initiatives prises par les acteurs de terrain, on en a eu quelques exemples ce matin, un grand nombre d'entreprises ayant développé des savoir-faire reconnus, une tradition d'implication forte des villes bretonnes dans les enjeux de l'habitat. Elle a aussi quelques points faibles. Peu d'acteurs économiques bretons de tout premier plan, malgré quelques entreprises de taille intermédiaire très performantes. Faible recherche et développement en matière de construction. L'éparpillement aussi des initiatives et les faiblesses d'un tissu éparpillé de PME et de TPE. Le Conseil régional veut proposer aux acteurs, à tous les acteurs, l'élaboration collective d'un plan de mobilisation pour l'habitat, la construction et le bâtiment durable. Il s'agit d'aller bien au-delà d'un simple contrat de filière qui ne ciblerait que les enjeux du développement économique d'une part, et que les enjeux du Conseil régional d'autre part. L'objectif serait de se fixer collectivement des ambitions régionales et de définir les orientations à engager ensemble, chacun y prenant sa part. Ce plan pourrait aboutir à, tout d'abord, la définition partagée d'enjeux, de problématiques et d'un périmètre de travail. Deuxièmement, l'identification et la validation d'objectifs partagés, y compris des objectifs chiffrés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de construction de types de logements et de consommation foncière, par exemple. Troisièmement, la mise en place à l'échelle régionale d'une gouvernance de ce plan, assurant des circuits de discussion de l'information, les mises en réseau nécessaires, les croisements utiles entre différents acteurs et le développement de lieux de travail et de production de propositions. Quatrièmement, un plan d'action opérationnel, enfin, identifiant projets porteurs et dispositifs ad hoc, notamment autour des priorités suivantes. La veille, l'anticipation et l'analyse des évolutions des comportements et des modes d'habitat.
le soutien à la filière et à l'innovation, le renforcement des dispositifs de formation pour préparer les compétences de demain, la mobilisation de la maîtrise d'ouvrage public comme privé. Cette proposition s'inscrit dans une grande cohérence avec ce qui se fait, Monsieur le Président Pelletier, au plan national dans le cadre du programme Habitat durable du Grenelle, récemment relancé par le gouvernement au titre du programme national de rénovation thermique. Je profite de votre présence, Monsieur Pelletier, pour vous saluer l'action de votre équipe et vous dire notre souhait d'un fort partenariat, puisque les deux ministres en charge du sujet souhaitent que votre action se prolonge dorénavant dans un cadre régionalisé. Dans cette perspective, je proposerai au printemps à tous les acteurs intéressés, entreprises de la filière, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage publics et privés, urbanistes, chercheurs et acteurs de la formation, un temps d'échange pour la co-construction de ce plan national. Nous retiendrons à cette occasion une méthode, des objectifs communs et un calendrier, enfin, pour marquer notre engagement collectif pour une ambition commune. Les travaux de préparation de ce plan seront engagés très rapidement avec ceux qui le voudront. C'est donc un appel aussi que je vous lance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne. Alors, avant de vous séparer, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous informer qu'un cocktail déjeunatoire vous sera offert dans quelques instants par la Fédération régionale du bâtiment. Mais vous savez qu'en Bretagne, tout commence ou tout se termine en musique. Et je crois qu'il y a une surprise qui nous attend. Donc ne bougez pas. Pas vous. Ah, il y a une petite mise en place à faire, voilà. On va peut-être s'y mettre à plusieurs. Inutile de les présenter, vous les avez reconnus. C'est le Bagat de Landbiway qui vient vous faire une aubade spécialement pour ces assises de la construction durable. On est heureux de les accueillir. Voilà, la place est presque nette.
Mesdames et messieurs, bonjour. Alors avant de vous laisser apprécier la suite de ce spectacle, mais qui aura lieu cette fois-ci à l'extérieur, je voulais en quelques mots vous présenter notre bagad. Alors certains d'entre vous le connaissent forcément, mais sachez que cette formation a aujourd'hui 60 ans. Elle est née sur la base d'aéronautique navale de Llanbiwé près de Lorient en 1952. Alors depuis, je vois que c'est les assises de la construction durable. On peut dire que le bâtiment Llanbiwé est parfaitement durable. Hein, il se déploie sur tous les continents et puis bien sûr partout en France. C'est depuis 2001 une formation qui est entièrement professionnelle. Donc les jeunes sonneurs que vous voyez sur scène sont à la fois les dignes héritiers des quelques 1800 sonneurs qui sont passés parmi nous. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes gens qui souscrivent des contrats d'1 an, renouvelables 3 fois, pour servir donc au sein du bagad de Llanbiwé. Vous voyez aussi que le bagad est féminisé depuis 2001, sans quota. Hein. Voilà, là on a les meilleurs. Si c'était que des filles, on n'aurait que des filles. Donc cette année, ça a été particulier pour nous parce que... Ben oui, on peut les applaudir. Cette année, ça a été tout à fait particulier pour nous puisque 60e anniversaire, sorti d'un nouvel album en mars 2012, avec pour la première fois donc Alain Souchon qui est venu chanter le bagad de Llanbiwé avec nous sur scène et en enregistrement. Ensuite, une tournée en Polynésie française où on est allé faire valoir cette culture traditionnelle bretonne, cette musique bretonne. Mais le bagad est aussi bien sûr un des principaux éléments de communication et de rayonnement pour la Marine nationale. Un grand concert à Lorient pendant le festival interceltique. On est parmi vous aujourd'hui et puis dans quelques jours, on fera pour la première fois un concert complet et seul sur la scène de l'Olympia, ce qui est quand même une formidable reconnaissance pour ce bagad de Llanbiwé. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous remercie de votre attention et je vais vous inviter maintenant à sortir, à passer à l'extérieur et puis à déguster à la fois la musique du bagad et puis le buffet qui vous est offert. Voilà, merci beaucoup à vous. Togaras Braz, à bientôt.